J'appelle maintenant Chahine Vallée qui nous a fait l'amabilité de nous rejoindre, diplômé de Sciences Po, qui a été membre du cabinet du président du Conseil européen et qui est depuis septembre 2004 le conseiller économique d'Emmanuel Macron au ministère de l'économie. Bonjour. Comme on est en retard, j'ai l'impression de sauter sur les intervenants les uns après les autres avec des questions très directes d'emblée. Allez, on va démarrer doucement. Où étiez-vous? Que faisiez-vous en 1989, la chute du mur de Berlin? Alors, où est-ce que j'étais? Moi, j'ai eu une enfance, je suis né en France, mais j'ai eu une enfance un peu mouvementée parce que mon père a toujours travaillé en Afrique. Et donc, en 89, j'arrivais tout juste au Congo. Pendant quelques années. Vous étiez très jeune. J'étais très jeune, je suis né en 83, pour ne rien vous cacher. Donc j'arrivais tout juste au Congo avec ma petite sœur. Et le Congo était un pays intéressant parce qu'à l'époque, comme vous le savez, une partie de l'Afrique était non alignée, mais une partie était aussi sous très forte influence russe et marxiste. Donc c'était la fin, le début de la fin déjà, on le sentait, de l'influence russe en Afrique. Il y avait quand même des beaux stades et des beaux hôpitaux construits avec le soutien de l'URSS. On voit aujourd'hui que ce genre de choses ont disparu, mais elles sont remplacées par une influence chinoise dont André parlait. Et donc moi, j'étais là. Je débarquais au Congo. J'étais très loin du coup de ce qui était en train de changer, de métamorphoser profondément l'Europe. Mais de très loin, on voyait aussi dans ces pays-là un basculement assez profond. Il y avait les gens de l'ambassade de Chine, ça je me rappelle, c'est des souvenirs assez forts, des gens de l'ambassade de Russie, pardon, qui vendaient un petit peu sous le manteau des boîtes de caviar, parce qu'on sentait que c'était un peu la fin d'un régime qui arrivait. Et à 6 ans, vous aviez déjà la perception de ça, vraiment on sentait, enfin, peut-être que je fais un peu de la rationalisation ex post, mais on sentait déjà, même de loin, un basculement assez profond. Je l'analyse peut-être aujourd'hui avec du recul comme tel, peut-être que c'était moins perceptible à l'époque, mais on sentait quelque chose d'assez fort. Bien, on va plonger dans le vif du sujet. Les marges de manœuvre de la France vis-à-vis de l'Allemagne. On a entendu André, son témoignage n'était pas très optimiste. Il semblait dire que peut-être que des ficelles étaient en train de se tisser entre Emmanuel Macron et son homologue allemand. On en est exactement, puisque vous êtes en première ligne sur ce sujet? Je pense qu'il y a deux niveaux de lecture. Il y a une lecture un petit peu distante qui consiste à dire que oui, en effet, la France est à un moment de perte d'influence relative. J'ai envie de dire pas tant pour ces maux, ou en tout cas ces difficultés économiques qu'on a un peu tendance à surestimer, à mon avis, et j'y reviendrai peut-être, mais j'ai envie de dire un petit peu plus parce qu'elle a un petit peu perdu le fil conducteur de son influence en Europe. Et je pense que c'est ça qui explique aujourd'hui la relative faiblesse de l'influence française en Europe. À mon avis, une crispation politique sur l'avenir de l'Union européenne plus qu'une tension liée directement aux difficultés économiques. Pour ce qui est de votre question précisément entre les liens entre Emmanuel Macron et Sigmar Gabriel, ils sont très bons. Je pense que la grande coalition allemande aide paradoxalement à renforcer les liens franco-allemands. On avait effectivement des divergences d'opinion assez fortes avec la droite allemande et le Parti socialiste français. Je pense qu'on arrive beaucoup plus facilement à converger entre le SPD et la gauche française, même si il y a quand même un certain écart entre les deux. Les deux ont aussi une relation de confiance assez forte, ce qui permet de faire avancer beaucoup de choses. Donc, sur certains sujets concrets, pour vous donner des exemples illustrés, en ce qui concerne le constat qu'on dresse sur le déficit d'investissement en Europe, c'est quelque chose que Sigmar Gabriel partage complètement avec nous et sur lequel, à mon avis, il y a des terrains d'entente à trouver. Au-delà de l'Allemagne, comment un jeune ministre et une jeune équipe, vous l'incarnez, peut-elle changer la donne? Avec quelle vision et avec quel partenaire? Je pense que la situation dans laquelle on est aujourd'hui est celle
d'un constat de plus en plus partagé sur la relative impasse européenne dans laquelle on se trouve. C'est-à-dire que j'ai l'impression que autant il y a un an, on pouvait croire à une reprise forte grâce aux politiques qui avaient été mises en œuvre en Europe, je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens se rendent compte qu'on est dans une situation économique difficile et que celle-ci implique de revoir un petit peu la stratégie économique. À cette aune-là, je pense qu'il y a deux éléments importants, et mon ministre en a parlé, d'une nouvelle donne européenne. Le premier, c'est un effort assez prononcé, en France notamment, de réforme de structure de l'économie française pour permettre d'augmenter son potentiel de croissance, fluidifier son fonctionnement. Le deuxième, c'est un plan d'investissement européen ambitieux. On a déjà vu les prémices de ça avec une annonce faite par le nouveau président de la Commission à cet endroit. Et ça, c'est un sujet sur lequel mon ministre et notre équipe, mais en lien assez fort avec les pouvoirs allemands, travaillent de plein pied. Donc j'ai l'impression que sur ces sujets-là, il y a une ouverture pour qu'on change un petit peu la donne. Et vous, à votre niveau, parce que vous êtes un militant engagé depuis toujours, vous vous êtes retrouvé au cœur de l'appareil financier à Bruxelles, vous êtes là au ministère de l'économie, vous avez mené activement campagne lors de la présidentielle de 2012 pour Eva Joly. Y a-t-il pas un grand écart entre finalement vos idéaux et maintenant les applications sur le terrain, ou au contraire, ça se combine bien? Non, il y a toujours des. Ma vie est un grand écart permanent, mais il y a quand même un fil conducteur qui relie toutes ces expériences. C'est la confiance profonde, ou en tout cas l'ambition profonde que l'Europe est une issue non seulement inévitable pour nous, mais qu'elle est un peu la voie du salut, parce que je ne crois absolument pas dans des solutions purement nationales face aux défis qu'on doit affronter. C'était les positions que j'ai défendues aux côtés d'Eva Joly dans sa campagne, avec un succès relativement modéré pour beaucoup de raisons. C'était les positions que j'ai défendues auprès du président du Conseil européen quand il m'a appelé à travailler à ses côtés pendant 2 ans, avec là aussi des succès et des échecs. Et c'est l'idée que je défends aujourd'hui auprès d'Emmanuel Macron. Non, mais depuis ce matin, on voit bien qu'il y a toujours un décalage entre les idées et les branchements opérationnels. Est-ce que là, concrètement, vous avez ce sentiment-là parfois ? Oui, j'ai ce sentiment-là tous les jours, mais j'ai envie de dire que c'est le propre de ce genre de métier, c'est-à-dire qu'on se bat pour certaines idées en étant conscient que, d'une part, au sein du système même national dans lequel on évolue, on n'est pas forcément majoritaire, c'est-à-dire qu'il y a des gens, il ne faut pas s'en cacher, au sein de ce gouvernement ou au sein de la majorité ou même au sein de l'espace politique français qui ne partagent pas nécessairement les convictions européennes que je partage. Et puis après, même si c'était le cas, on est un pays, on est un grand pays, mais on est un grand pays parmi 28 autres qui peuvent avoir des perceptions, des envies différentes. Tout le débat qu'on a eu pendant la crise sur quels sont les moyens de sortie de la crise, comment est-ce qu'on doit repenser la gouvernance économique, illustre bien le fait qu'on peut avoir, même avec, et j'ai envie de dire surtout avec les Allemands, parfois des perceptions différentes de ce dont on a besoin. Donc c'est un boulot qui, j'ai envie de dire, par construction, est un boulot qui est source de frustration, parce qu'on se bat pour des idées et au final, on est obligé de faire des compromis sur des choses qui sont imparfaites. Mais j'ai envie de dire que c'est ça c'est le combat. C'est la nécessité du combat européen, et c'est le travail de conseillers sur lequel on arrive très rarement à obtenir exactement ce qu'on veut. C'est une question qu'on posait tout à l'heure avec Guillaume. Faut-il être dans l'appareil ou en dehors finalement pour peser sur les décisions ? C'est une question que je me pose tous les jours. Mais la raison pour laquelle je reste à l'intérieur, c'est que même si le quotidien est fait de nombreuses défaites, il est aussi fait de petites victoires, et je pense que c'est par ces petites victoires quotidiennes qu'on fait avancer les choses. Le confort qu'on a quand on est à l'extérieur du système, c'est de se dire que tout ça est insatisfaisant, tout ça est de l'ordre du compromis, voire de la compromission, mais en même temps, en étant en permanence à l'extérieur, on s'interdit aussi de faire des choses. Donc je pense que les deux, moi j'ai été dans les deux fonctions, je pense que les deux ont une utilité. C'est-à-dire, je pense qu'être à l'extérieur, avoir une forme de neutralité et pouvoir se permettre de penser à ce qui serait le mieux dans l'idéal, c'est très utile. Et je pense qu'une des contributions que j'ai pu avoir dans mes différentes expériences, c'est justement d'avoir été à un moment à l'extérieur et d'avoir pu penser de manière assez libre, détachée des contraintes politiques, des contraintes économiques. Mais il y a un moment où, si on veut faire les choses, il faut se salir un petit peu les mains, et ça veut dire faire des compromis, ça veut dire accepter que les idéaux qu'on avait, on ne peut pas toujours les mettre en œuvre complètement à un instant T, et faire des sacrifices.
Alors, les idées que vous portez pour l'Europe, et dans votre domaine d'activité qui est l'économie, pour vous, vous avez plaidé un moment beaucoup, mais pour beaucoup c'est la grande utopie, pour la grande idée de l'Europe fiscale. C'est quelque chose, par exemple, on parle d'une idée qui est vraiment applicable sur le terrain à long terme ou pas? Bah oui, ça fait typiquement partie de ce genre d'idéaux sur lesquels on fait en permanence des compromis. C'est-à-dire que typiquement, moi, j'ai la conviction profonde que l'euro en tant que monnaie ne peut pas fonctionner à très long terme sans un minimum de socle commun budgétaire, pour dire les choses clairement, sans un budget de la zone euro à terme. Et aujourd'hui, on n'a pas ça et on n'a pas d'accord politique pour ça. Alors on pourrait, si on était idéaliste, considérer que puisque ceci est hors de portée politique à court terme, il faut abandonner, il faut donc défaire l'euro. C'est la conclusion qu'en tirent certaines personnes. Moi, ce que je constate, c'est que dans les faits, même si on est encore très loin de ce qui me semble être nécessaire, on a fait certains progrès pendant la crise, notamment via la création du mécanisme européen de stabilité, qui, pour certains, et ceux qui voient loin, dont je fais partie, pourrait être l'embryon d'un budget de la zone euro, ou en tout cas acte la capacité pour la zone euro d'emprunter en commun et de porter assistance à un de ses États membres. Donc on fait, comme souvent en Europe, des petits pas, qui, quand ils sont mis bout à bout et quand on regarde avec un peu de recul, finissent par fournir, à mon sens, une sorte de trajectoire cohérente vers quelque chose qui s'approche d'une union budgétaire. On en est encore très loin, j'en conviens, mais je pense qu'il y a un consensus de plus en plus fort sur le fait que la zone euro telle qu'elle est, si elle devait rester à architecture constante, est une structure profondément instable. On a du mal à croire en l'état à la création d'une Europe fiscale du simple fait des résistances nationales. Oui et non, mais ça veut dire, je crois pas qu'on aura une Europe et un budget de la zone euro demain. La question est de savoir si c'est un combat qui vaut la peine d'être mené ou pas. Moi, j'ai toujours la conviction que c'est un combat qui vaut la peine d'être mené, même si on n'arrive pas à des résultats tangibles à très court terme. Je pense que chaque pas qu'on fait dans ce sens-là est un pas utile. Le débat, par exemple, c'est un sujet un peu tangent, mais qui s'en rapproche, sur la convergence en termes de taxation, est un débat qui, il y a 2-3 ans, vous auriez dit c'est impossible de le faire progresser en Europe, tout le monde est contre. Il y a des pays comme l'Irlande qui ont un avantage intrinsèque à jouer la concurrence fiscale. En pratique, ce qu'on a observé ces 3 dernières années, c'est une certaine convergence des opinions, même des pays comme la Grande-Bretagne qui, a priori, était rétif à toute idée de coordination ou de convergence en termes fiscaux, se rendent compte qu'on a de plus en plus en Europe une situation de concurrence entre les États en matière fiscale qui, à terme, est insoutenable. Donc j'ai l'impression que même sur les choses qui paraissent perdues d'avance, il y a des petits mouvements très lents qui, au temps humain, sont très décevants, mais qui, sur le temps long, sont en fait des changements qui sont assez importants. Un mot d'actualité sur le plan d'investissement de 300 milliards. Une réaction? Non, mais typiquement, ça aussi, ça fait partie de ces débats sur lesquels il y a un idéal, un vrai plan de 300 milliards avec le plus de ressources nouvelles possible, avec des investissements bien ciblés, à la fois sur des projets qui sont déjà en cours pour permettre d'avoir un effet macroéconomique fort et en même temps, et sur d'autres qui sont qui sont pas encore prêts, mais sur lesquels on a énormément besoin de travailler, que ce soit la transition énergétique, les interconnexions énergétiques, les interconnexions de transport, etc. Donc, on peut avoir une ambition très forte pour ce plan. C'est mon cas, c'est le cas de mon ministre. Et en même temps, la réalité, c'est que trouver 300 milliards de ressources nouvelles au niveau européen, c'est difficile. Certains États y sont opposés. Trouver des instruments pour mettre ça en œuvre rapidement, c'est difficile. Certains y sont opposés pour un mélange de raisons politiques et techniques. Donc, on va nécessairement rencontrer des obstacles. Mais je pense que ce combat doit être mené et qu'au final, on n'aura peut-être pas le plan parfait qu'on avait en tête si on avait pu l'écrire seul dans notre coin, mais on aura quelque chose qui sera mieux que la situation dans laquelle on est aujourd'hui. La question de l'engagement donc, est posée à tous les intervenants aujourd'hui. Vous, Chahine Vallée, quel engagement vous prenez pour l'Europe? Concret, formel, c'est un peu solennel, mais c'est comme ça. J'ai un peu l'impression que mon quotidien est un engagement en faveur de l'Europe, donc j'ai du mal à formuler quelque chose de plus ambitieux que ça. Mais avec André, d'ailleurs, on fait
partie d'un petit groupe qui s'appelle le groupe Eiffel, et c'est à mon sens aujourd'hui une des formes d'engagement européen fort, qui est à la fois transpartisan en France et qui a pour objectif de définir certains des idéaux dont on a parlé en termes d'intégration européenne, en termes de solidification et de reconstruction de la zone euro, et qui a une dimension franco-allemande aussi parce qu'il est très lié au groupe des Gliniker allemands, qui est un groupe qui a à peu près la même constitution en Allemagne et qui lui aussi réfléchit dans son coin aux moyens d'intégrer la zone euro et l'Union européenne. Et on travaille de manière très proche avec eux et c'est aujourd'hui ça qui constitue, en dehors de mes activités professionnelles quotidiennes, un élément fort de mon engagement européen. Des questions dans la salle. Je rappelle aussi à ceux qui nous regardent sur le web qu'il y a la possibilité de réagir avec le hashtag Erasmus25. Non, si, monsieur. Oui. Ou madame. Oui, madame, nous vous écoutons. Monsieur. Monsieur, pardon, excusez-moi. Bonjour, moi je suis étudiant à Sciences Po. J'avais une question sur la procédure budgétaire et son contrôle par les institutions européennes. Je voulais savoir comment vous voyez la chose. Est-ce que le budget va être censuré, va recevoir un avis négatif? Et après, une question sur l'avenir de cette procédure. Je voulais savoir comment vous pensiez que le contrôle des budgets nationaux par les institutions européennes allait évoluer d'un point de vue démocratique. Et comment contrôler démocratiquement un budget au niveau supranational? Voilà. Très bonne question. Sur la question de court terme, de savoir si le budget va être accepté, rejeté, etc., c'est une décision qui ne nous appartient pas, comme vous l'imaginez. Je pense, pour clarifier les choses, qu'il y a énormément de confusion sur cette procédure, ce qu'elle implique. Et il y a énormément de confusion en France, dans le débat. J'ai vu par exemple tous les mois qui avaient été créés par cette lettre qui aurait été envoyée par la Commission. Que les Italiens ont publié. Que les Italiens ont publié, pour ne pas cacher de secret, que les Italiens ont publié parce qu'elle avait été fuitée dans la presse italienne. Et qui en France, si j'ai bien compris, a été fuité également. Donc c'est un peu un secret de polichinelle, d'une part l'existence et d'autre part le contenu de cette lettre. Moi je pense que ce que tout ça traduit, c'est qu'on est encore en phase de tâtonnement. C'est-à-dire qu'on a un pacte de stabilité et de croissance qui existe depuis plus de 10 ans et on a un pacte de croissance qui a été rénové en 2003-2004, qui a été encore rénové dans le cadre des modifications profondes de la gouvernance qui ont été apportées en 2011-2012 et on se retrouve encore dans une phase de tâtonnement sur lequel on ne sait pas exactement comment tous les instruments marchent. Il y a un degré de flexibilité dans ces instruments mais qu'on ne sait pas encore très bien utiliser. Et donc, moi, j'ai tendance à lire, à dédramatiser un petit peu la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Beaucoup de gens ont tendance à la décrire comme une confrontation entre la France et Bruxelles ou entre la France et l'Allemagne. Je pense qu'on est encore dans une phase de tâtonnement et d'utilisation de ces règles. Je suis assez convaincu qu'elles ont la flexibilité qu'on le dit et qu'on peut exercer un peu de discrétion et de jugement dans leur application. Donc c'est pour ça que je ne crois pas que les choses soient aussi caricaturales qu'on peut les présenter en ce qui concerne leur impact. Il y a une deuxième question qui à mon avis, est peut-être plus importante que la première sur est-ce que oui ou non le budget français sera accepté, quel genre de modifications pourront être apportées, c'est la question du contrôle démocratique. Parce que ce que je viens d'indiquer, c'est que, en effet, il y avait dans l'utilisation de ces règles une forme d'espace et de discrétion possible. C'est une discrétion possible qui, du coup, est utilisable par la Commission. Et donc, dans la mesure où il y a de la discrétion et du choix politique, où est le contrôle de ce choix politique? Et c'est là, je pense que c'est une discussion assez fondamentale qui, pour être tout à fait honnête, reste à mon avis assez incomplète en Europe. C'est-à-dire que le Parlement européen, qui, à mon sens, si on admet l'idée qu'il y a un peu de discrétion dans ces règles et que cette discrétion est exercée par la Commission, devrait jouer un rôle déterminant dans le contrôle et l'exercice de cette discrétion. On n'est pas encore tout à fait là. C'est-à-dire que je pense que le Parlement européen n'a pas suffisamment de prise
sur le processus budgétaire et l'application du pacte de stabilité et de croissance. Et c'est une des évolutions, à mon avis, du pacte de stabilité et de croissance sur lequel il faudrait travailler. Une parmi tant d'autres. Vous savez qu'il y a en cours en ce moment une revue, qui n'a pas exactement commencé, mais qui est due pour la fin de l'année, une revue de la gouvernance économique qui exige à la Commission de revoir à la fois les nouvelles règles et les règles historiques du pacte de stabilité et de croissance. Je pense que dans ce cadre-là, le débat démocratique que vous venez de soulever interviendra. Le Parlement a déjà commencé à travailler sur cette question. Il y a des rapports préliminaires qui sont en cours. Et moi, je pense que à la fois sur l'utilisation des règles et sur le contrôle démocratique de ces règles, il y a encore des progrès à faire. Oui, il y a plein d'autres questions. Je ne pense pas qu'on aura le temps de toutes les prendre. Je suis peut-être un peu long dans mes réponses. Je vais essayer de plus court. Alors, plutôt en bas, les micros. Donc, je vois, je sais pas. Non, quelqu'un a déjà un micro en haut? Non, je sais pas. Comme j'ai le projecteur dans les yeux, je vois pas très bien. Là, en tout cas, il y a un bras qui se lève, c'est sûr, au milieu. Là, écoutez, monsieur, vous avez le micro, parlez, ou madame, je sais pas, je vois pas qui a le micro. Madame, bonjour. Je voudrais vous interroger sur les disparités fiscales que l'on trouve en Europe, pour ne citer qu'un pays, le Portugal par exemple, qui essaie de noter une attractivité tout à fait particulière. Comment vous pouvez gérer cela sur le long terme? Est-ce que vous pouvez répéter donc vous parlez de compétition fiscale entre les États? Entre les États, oui, exactement. Ouais. Là, on revient sur une question qu'on a un petit peu abordée. Moi, j'ai l'impression d'une forme de convergence aujourd'hui qui n'existait pas il y a quelques années. À Bruxelles, il y avait énormément de gens, et encore aujourd'hui, je pense une majorité de gens, qui sont convaincus que la compétition fiscale est une bonne chose. C'est-à-dire que c'est une bonne chose puisqu'elle exerce une forme de contrôle et de pression sur les États pour éviter d'avoir des systèmes fiscaux complètement délirants. Et donc c'est l'argument, hein, force une forme de convergence entre les systèmes de taxation. Moi, je suis assez sceptique sur cette approche-là, puisque je pense qu'au lieu de forcer une convergence, ça force un nivellement vers le bas et une course à ceux qui ont les plus grosses niches, les niveaux de taxation les plus faibles, etc. etc. Donc, moi, ce dont j'ai l'impression aujourd'hui, c'est, alors vous donnez l'exemple du Portugal, il y a aujourd'hui des espèces de stratégies un peu opportunistes mises en œuvre par certains pays en difficulté, dont le Portugal par exemple, qui donne des très grands crédits d'impôt aux gens qui viendraient investir au Portugal, qui viendraient s'établir au Portugal pendant un certain nombre d'années. On comprend assez bien la difficulté économique dans laquelle ils sont aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'ils ont recours à ce genre d'outils fiscaux comme levier d'attractivité. Par contre, le sujet, donc ça c'est l'approche opportuniste, par contre sur le sujet de fond, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui finissent par se dire, écoutez, on ne peut pas fonctionner en Europe avec un véritable marché unique et une compétition fiscale, notamment sur l'imposition sur les sociétés totales, qui permet à des Amazon ou autres de s'établir là où c'est le plus avantageux et en final de profiter de tout le marché unique. Et donc je pense que ce débat-là, il est en train d'évoluer, notamment grâce ou à cause des progrès de l'économie numérique. C'est-à-dire qu'on se rend compte de plus en plus qu'avec une entreprise comme Amazon, pour ne citer qu'elle, mais il y en a d'autres, hein, Google, leur capacité à profiter de tout le marché unique et d'arbitrer les règles fiscales des uns et des autres, crée une situation de fait où ils sont pratiquement pas imposés. Et ça, je pense que ce débat-là, il est en train de bouger radicalement et de bouleverser un peu la donne sur ceux qui pensaient que la compétition fiscale était une bonne chose. Merci. D'autres questions? Oui, devant monsieur à la chemise blanche ou... Enfin bon. Oui, non, mais tout le monde peut parler. Hein. Non, on prendra toutes les questions de toute façon. Allez-y. Je vais être très rapide. Qu'est-ce que vous pensez de la taxation sur les flux financiers, taxe Tobin, on l'a appelé comme ça, au niveau européen, pour créer des ressources pour les projets que vous citez, par exemple, de 300 milliards d'euros? Alors, il y a une question de fond et une question de forme. Sur la question de fond, moi, j'ai été historiquement favorable à une taxation du système financier pour plusieurs raisons. D'une part, parce que le système financier pris en agrégé est une source potentielle d'instabilité et de coûts, et d'autre part, parce que le système financier, on l'a vu pendant la crise, est au final détenteur d'une garantie implicite des pouvoirs publics. Et donc, pour internaliser cette garantie implicite, il est, à mon avis, pas complètement inopportun que le système financier soit plus taxé que l'automobile ou un autre. Après, la question de la méthode pose question, parce qu'il y en a qui disent
que la taxation des flux financiers n'est pas la meilleure manière, qu'on pourrait taxer les profits bancaires, par exemple, beaucoup plus, ou qu'on pourrait taxer la taille des bilans bancaires. Donc, après, il y a tout un débat sur les instruments, sur lesquels moi, je suis partagé. Je comprends l'aspect flux, parce que c'est le plus visible, le plus important, mais je ne suis pas convaincu que ce soit le meilleur. Il se trouve qu'on s'est engagé dans cette voie. Aujourd'hui, je pense que la décision politique d'avancer dans cette voie a été prise et donc il faut aboutir. Ce qui me déçoit un peu, c'est que on n'est pas en train d'aboutir avec ni 18 États membres, ni 28 États membres, mais avec 11 dans le cadre d'une coopération, forcée. Une coopération forcée, donc on réduit d'autant la part potentielle des flux taxés, et du coup on augmente paradoxalement la capacité des États à jouer les uns contre les autres. Donc là encore, dans la forme, j'ai l'impression qu'on n'a pas la structure optimale. Et après, sur la forme, oui, alors moi j'ai un peu tendance à considérer que l'argent est fongible et que c'est toujours difficile d'assigner une taxe à un objet en particulier. En particulier la taxe sur les transactions financières, j'ai un peu l'impression qu'elle a été déjà assignée à plus d'objets qu'il n'est possible d'y penser. On l'a déjà assignée à l'aide au développement, à la lutte contre le sida. Aujourd'hui, on pourrait penser l'assigner au plan d'investissement européen. Donc je pense qu'il faut essayer d'éviter autant que possible de flécher les ressources de cette taxe éventuelle qui d'ailleurs n'a pas encore totalement vu le jour. Enfin, elle existe sous une certaine forme dans plusieurs États membres, dont la France, mais elle n'a pas vu tout à fait le jour dans son format finalisé. Donc je pense qu'il faut essayer de délier la taxe de son usage. Ça, c'est une tradition française, ça. Toutes les taxes, ça a toujours été comme ça. Elles ont toujours été fléchées, comme vous dites. On a les deux traditions. C'est-à-dire qu'en France, on dit à la fois il y a une fongibilité totale des ressources fiscales, et en même temps, quand on crée une nouvelle, on essaie de la justifier en disant que non, mais ça, c'est différent parce que ça va être pour financer ci ou pour financer ça. En pratique, même si on crée des caissons plus ou moins étanches dans les budgets de l'État ou dans les budgets des collectivités, moi, je suis assez convaincu qu'au final, l'argent est fongible. Alors optiquement, on flèche. En pratique, quand il n'y a plus d'argent dans une caisse, on prend celle d'à côté pour rembourser. Donc le débat est en cours. Moi, je suis assez déçu qu'il n'ait pas eu plus de soutien dans toute l'Union européenne, et je suis assez déçu aussi qu'on se soit concentré immédiatement sur les flux, donc sur les transactions financières, et que du coup le débat sur les autres formes éventuelles de taxation du système financier ait été un petit peu évacué. Monsieur ? Oui. En 2012, quand le président chinois est arrivé au pouvoir, Xi Jinping, son premier discours était pour dire « je vais réinventer le rêve chinois ». 2 ans plus tôt, quand on avait choisi ceux qui allaient incarner l'Union européenne sur la scène mondiale, et donc un possible rêve européen, on a eu Barroso, Van Rompuy, Ashton, c'est-à-dire des individus inodores, incolores, sans saveur, voire parfaitement... Il a travaillé pour le deuxième, je vous dis ça au passage. Oui, je sais, oui. Voire parfaitement incompétents pour Madame Ashton, mais c'est justement parce qu'ils étaient inodores, incolores, sans saveur et incompétents qu'ils avaient été choisis par les chefs d'État européens de l'époque. Et c'est là où j'en viens à ma question. L'Europe aujourd'hui est présentée comme un repoussoir ou de manière négative par les chefs d'État ou par les gens de l'opposition ou par ceux qui font campagne, puisque vous avez aussi fait campagne pour un candidat. Comment faire, puisque vous qui avez des convictions très fortes manifestement et qui êtes au cœur du système, comment faire pour que nos hommes politiques aient le courage de dire oui, l'Europe c'est notre idéal, oui, l'Europe c'est notre avenir, pour qu'elle cesse d'être présentée comme un repoussoir et pour qu'on nous présente enfin un rêve européen qui manque cruellement. Non, c'est une bonne question. J'ai envie de dire qu'il y a un conflit presque humain dans ces choix. C'est-à-dire que même les hommes politiques nationaux les plus euroconvaincus ont toujours une hésitation à nommer quelqu'un qui peut leur faire de l'ombre, qui peut leur donner des conseils qu'ils n'ont pas tellement envie d'entendre, et qui peut incarner une forme de légitimité politique que eux n'auraient pas, ou en tout cas ils ont l'impression qu'il y a une espèce de jeu à somme nulle entre une légitimité ou une visibilité européenne plus forte et une légitimité nationale plus faible. Je suis assez d'accord avec vous, c'est une erreur. J'ai un peu de mal à voir comment on en sort, parce que je pense que ça relève aussi de la réaction, j'ai envie de dire, naturelle et égoïste d'un homme politique que de chercher à préserver son petit précaré, son influence, sa visibilité, son image.
Donc j'ai un peu du mal à voir comment on sort. La manière d'en sortir, c'est de libérer les gens qui finissent par être aux plus hautes fonctions européennes pour qu'ils prennent l'ampleur et l'importance qu'ils devraient. Pour vous raconter un peu, puisque vous avez cité mon ancien patron, moi, mon ancien patron avait une conviction assez forte, qui n'était pas la mienne, mais qu'en même temps je respecte, qui était que sa légitimité à lui venait entièrement et totalement de ce que les chefs d'État de l'Union européenne avaient voulu lui donner. Et alors, on peut le regretter. Moi, j'ai souvent milité pour qu'il s'autorise à aller plus loin que ce que les chefs d'État et de gouvernement voulaient faire, qu'il s'autorise à porter une vision, etc. Et il m'a répondu à plusieurs reprises, assez simplement, et je peux le comprendre. Il m'a dit je ne suis pas là pour ça. J'ai été nommé par ces chefs d'État pour exercer une mission, c'est-à-dire trouver le compromis entre eux, être à la recherche du point d'équilibre. Cette mission-là est suffisamment compliquée comme ça, et je peux vous dire, pour l'avoir vécu, que c'est en effet un boulot à plein temps que d'essayer de trouver un équilibre entre des positions divergentes, surtout dans un univers où la confiance est un petit peu rompue entre plusieurs d'entre eux, ou en tout cas entre les relations ne sont pas au beau fixe. Et que du coup, lui n'a jamais cherché, ne s'est jamais senti légitime pour incarner une forme de vision européenne. Il y a peut-être quelque chose qui va changer aujourd'hui avec Juncker, qui est que, au-delà de ce qu'on peut penser de sa personne, il a pour la première fois une forme de légitimité unique, j'ai envie de dire, dans le sens où sa légitimité lui vient du Parlement européen. Et alors beaucoup de gens, en tout cas certains, le regrettent, mais en pratique, Juncker est le produit de l'élection européenne de 2009, qui a souffert d'une faible participation, enfin de tous les mots qu'on connaît, mais qui, en pratique, à mon sens, lui donne une légitimité bien plus forte que celle que Barroso avait. Il n'est pas le simple homme des chefs d'État et de gouvernement, il jouit d'une légitimité européenne beaucoup plus forte. Il va peut-être incarner l'autorité politique qu'on attend depuis longtemps. Il faudra voir, mais en tout cas, je pense que les conditions commencent à être réunies pour qu'on ait des leaders européens qui dépassent un petit peu les contraintes que vous venez d'évoquer. Dernière question, monsieur au centre. Bonjour. Moi, en fait, je fonctionne beaucoup par association d'idées, en fait, et par ressenti. J'ai envie de vous livrer un tout petit peu mon ressenti après cette matinée. Il est question de rêve. Plus de 20 minutes, si c'est possible. Oui, je vais faire court. Mais il est question de rêve, là, sur le slide derrière vous. J'ai entendu une philosophe brillante nous parler du poids des mots aussi, qui a toute son importance. Et puis, dans la matinée, on a eu une note d'optimisme. André Loskrug qui nous donne des moments vraiment d'espoir et d'enthousiasme venant de la Chine. Il y a un fait qui m'a beaucoup choqué dans l'actualité politique, là, et encore hier. Il y a une déclaration du ministre du Travail qui dit que nous sommes en échec sur la question du chômage. Est-ce qu'au-delà des résultats qui sont effectivement pas bons, c'est le moins qu'on puisse dire en France et même en Europe, le poids des mots, c'est pas ce qui fait le plus de mal dans un pays où l'optimisme est vraiment pas d'actualité actuellement? Est-ce que c'est une question d'honnêteté ou est-ce que c'est pas plutôt du pessimisme ambiant qui illustre un malaise profondément français, peut-être même européen, qu'on ne retrouve pas en Chine ou dans d'autres régions du monde? Écoutez, moi je suis assez partagé sur ça, sur le discours politique qu'il faut tenir dans la situation dans laquelle on est. Parce qu'il y a deux écueils importants. Il y a le premier écueil qui est d'avoir un discours négatif, catastrophiste, défaitiste. Mais il y a l'autre écueil qu'on a pu commettre, qui est de dire, qui est la méthode Coué, qui est de dire tout ça va s'arranger, nous allons nous en sortir demain, il y a la lumière au bout du tunnel, etc. Et cette méthode-là, elle est aussi dangereuse à mon avis que la première. Moi, j'ai l'impression que le meilleur discours à tenir, c'est le discours d'honnêteté qui consiste à dire, écoutez, nous sommes en échec, en France pour ce qui est des chiffres du chômage, mais en Europe pour ce qui est de la stratégie de reprise. Je pense que c'est une réalité qui est aujourd'hui indéniable et je pense qu'il ne serait pas utile d'essayer de se mentir, de croire que la reprise finalement sera là dans 3 mois plutôt que maintenant, etc. La réalité objective aujourd'hui est que nous avons une reprise de l'économie mondiale relativement soutenue, très fortement tirée par la reprise américaine,
Nous avons une reprise britannique assez solide, même si on peut penser qu'elle est fragile à certains endroits. Et la réalité, c'est que la reprise de la zone euro est très faible. Et que ce qu'on pensait en 2013, c'est-à-dire qu'on était en début d'une reprise, est aujourd'hui un constat qu'on est obligé de modérer. Donc, face à ça, moi j'ai envie de dire le discours du ministre du Travail ou le discours européen qui est en train d'émerger, qui est de dire non, aujourd'hui la réalité est que notre stratégie économique est en échec et qu'il faut la repenser. C'est un discours qui peut être un peu négatif et dur à encaisser à court terme, mais qui me paraît nécessaire si on veut se réinventer. Merci beaucoup, Chahine Vallée. Je vous propose évidemment une pause. Je vous propose une pause et de nous retrouver avec Cédric Villani vers 14h20. J'ajoute que durant cette pause, il y a la possibilité aussi de signer et d'obtenir, enfin, pas de signer directement, mais d'obtenir des dédicaces, les séances de dédicaces des livres cités ce matin avec leurs auteurs qui vous attendent également. Merci. Mais